Et pour moi, tu peux pas savourer le bonheur si tu n'as pas vraiment connu le malheur. Tu le savoures pas de la même Pas de la manière. même manière, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Moi, je pense qu'on se bat jamais tout seul. Je pense que ça existe pas se faire tout seul, y réussir tout seul et tout. Ça existe jamais de la vie. On est Donc toujours. Rick Ross, il nous a menti, Rick Ross. Ouais. Ouais, il a menti. On a une vie et je trouve ça trop nul de faire une seule chose dans sa vie. Enfin, c'est ma perception. Et en fait, ça n'a jamais été faire pour faire des choses. Ça a été juste une suite logique d'opportunités souvent. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois de plus sur Totalement Dedans, votre émission. Et pour vous aujourd'hui, j'ai encore une fois de plus une invitée spéciale. Sans plus attendre, let's go. Sarah, comment va? Ça va et toi? Super. Ben déjà, merci de nous faire l'honneur d'être aujourd'hui sur Totalement Dedans. Merci à toi pour l'invitation. C'est normal. Pour ceux et celles qui savent pas encore qui tu es, pourrais-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît? Du coup, moi, c'est Sarah, maman, entrepreneuse, productrice d'un petit média, chef de projet, RP entre autres, et voilà, on en discutera. Yes. À notre tour d'en savoir un peu plus, les amis. Let's go. Sarah, merci encore une fois de plus d'être là. Merci à toi. Déjà, ce par quoi j'aimerais commencer, c'est, tu sais, sur les réseaux sociaux, quand on met un pseudo, Ouais. c'est un pseudo qui est censé nous identifier, Mhm. tu vois, pour des gens comme toi et même des créateurs de contenu. Toi, le tien, c'est Sarah Mompreneur. C'est ça. Pourquoi Mompreneur? Je t'avoue qu'avant, c'était Sarah Honeypops. Ah ouais. Parce que j'aimais les Honeypops. Non, mais blague à part, c'est vraiment vrai en fait. Non, mais je pense que c'était une amie, si je me trompe pas, mais je saurais plus te dire qui, honnêtement. Mais je sais que ça venait d'une personne externe qui m'avait montré un compte d'une américaine et qui me disait ça te représente bien, c'est une maman, elle est entrepreneuse et il y a personne en francophonie qui utilise ce terme. Et à l'époque, quand je l'ai utilisé, sans prétention aucune, mais je ne l'avais jamais vu nulle part. Et donc du coup, je trouvais que ça me représentait bien parce que j'entreprenais déjà des petites choses, etc. Et en fait, c'est plus une suggestion. Je savais pas quoi mettre, donc j'ai mis ça. Et pour moi, mon rôle de maman est central dans ma vie, donc c'était logique. Mon rôle de maman et l'entrepreneuriat de manière très globale a toujours rythmé ma vie depuis toute jeune, même j'ai envie de dire. Donc c'était juste naturel, quoi. Ok, bah donc comme je l'ai dit, donc c'est quelque chose qui t'identifie parfaitement, surtout quand on voit ce que tu fais aujourd'hui. Mm-hmm. Tu sais, tu es dans un milieu qui est pour moi un milieu d'hommes, particulièrement. En tout cas, il y en a beaucoup. Ouais, certes. Ouais, et moi, j'aimerais savoir déjà ce côté que tu as de DA, etc. D'où t'es venue en fait cette envie de faire ça? Est-ce que c'est le truc que tu avais déjà prévu de faire toute petite ou c'est juste que tu as végété dedans et qu'à un moment donné... Ouais, pas du tout. En fait, j'ai jamais visualisé aussi loin. Je suis pas quelqu'un de base, toute jeune. Je m'imaginais même pas maman, mariée. Je m'imaginais juste que rien n'était impossible. Et ça, c'est vraiment vrai. Genre quand je voyais à la télé des stars ou quand je voyais des lieux magnifiques et tout. Quand je les voyais, je me disais toujours, c'est normal. Enfin, c'est bizarre, hein, mais j'ai jamais senti que c'était loin de moi. Pour toi, c'était possible, quoi. Mais ça me paraissait pas loin. Enfin, quand je voyais des gens avoir des grands yeux ou être fan ou des choses comme ça, je comprenais pas trop parce que pour moi c'était juste des humains ou des lieux, des espaces ou des choses très accessibles. Mais je sais pas si c'est l'environnement dans lequel j'ai évolué. Pourtant, j'ai pas grandi dans un environnement genre aisé ou quoi, pas du tout. Mais c'est vrai que j'avais des membres de ma famille qui étaient dans le monde de la radio, on va dire. Et ma mère qui était une fan de musique française, variété et tout. Donc, je regardais des clips. J'étais très, très jeune dans des concerts, genre, à la radio. J'ai des enregistrements de moi à 4 ans, je pense, en train d'animer à la radio avec mon oncle et en train de présenter des sons de rap et tout. Donc, en fait, j'ai toujours évolué, on va dire, dans ça. Donc, voilà, pour moi, c'était juste... C'était une évidence, en fait. C'était une évolution. Une évolution, ouais. J'ai commencé à aider des amis dans des événements hip-hop.
Je me souviens que le premier événement, je pense que c'était les Red Bull Taekwondo à l'époque. C'était avec Phil d'ailleurs et Darby, s'ils écoutent, s'ils passent par ici. Et en fait, Darby, c'était un ami un plus grand que moi à l'école et il me disait bah viens, on a un événement. Et je faisais un peu de danse, je gravitais un peu dans le milieu de la danse, mais j'étais pas très forte. Mais donc du coup, je gravitais dans ce milieu-là et j'adorais cette culture, la musique. J'étais très tournée vers tout ce qui était aux USA et tout, depuis toute jeune. Et donc voilà, j'allais dans les battles, j'habitais près de Gare du Nord. Donc j'avais les breakers à la Gare du Nord à l'époque, ils étaient du coup du côté de Gare du Nord et je passais tous les jours devant en allant à l'école, en rentrant de l'école, en allant à l'école. Et donc quand il y avait des événements de danse et tout, bah j'y allais. Des fois j'allais pas trop. Des fois je disais à ma maman que j'allais, je sais plus où, et puis j'allais aux événements et tout. Ça m'a même créé quelques soucis quand j'étais plus jeune. Et puis voilà, en fait, ça a juste été naturel d'aller aider dans les événements. Et en fait, j'adorais ce milieu, mais j'étais juste comme un poisson dans l'eau. Mais ici, dans ce que tu dis que tu avais un oncle qui était dedans. Tu peux nous en parler un peu plus de ce qu'il faisait, qui il était à ce moment-là? Oui, mon oncle, ça a été le fondateur d'une radio à l'époque qui était très connue, Radio KIF. KIF, ok. C'est là où il passait du hip-hop. Voilà, c'était la première radio hip-hop R&B en Belgique. C'était pas... Je sais qu'à l'époque, il y avait aussi, bon, même avant KIF, il y avait... Vibration. Vibration. Il a aussi travaillé sur Vibration. Ouais. Et d'ailleurs, c'est sur Vibration que j'animais avec lui toute petite. Je pense. Si ma mémoire est bonne, mais je devrais lui demander. En tout cas, ma maman, elle a des petites cassettes vidéo. Ouais. Donc les cassettes, pour ceux qui savent pas, c'est des petits enregistrements comme ça. Ouais, pour les jeunes qui sont restés bloqués à Neymar, à l'époque de Neymar. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je me souviens qu'il y avait Alia, Try Again. Il y avait Bunga, Benzos Bugeden. Donc, c'était vraiment cette époque-là. Okay. Et donc, je me souviens qu'on allait chercher un snack. C'était une émission entre minuit et 3h du matin. Enfin, un truc de fou, hein, pour un gosse. Il me prenait avec lui. Okay. Et donc, du coup, j'étais dans cet environnement-là et j'ai des souvenirs comme ça, des petits flashs, parce qu'honnêtement, c'est pas des gros souvenirs, mais j'ai vraiment des flashs de ces moments-là. Donc oui, lui, c'était un passionné de radio, aussi de culture et tout. Donc, il habitait juste en face de moi, chez ma grand-mère, avec mes oncles et tantes et tout. Et eux, ils étaient très baignés aussi dans l'univers hip-hop et tout. Je me souviens que j'avais un autre de mes oncles, lui, c'était très le basket. Donc, les Chicago Bulls, donc il avait des posters, Tupac, et donc voilà, on écoutait la radio, de la musique, et vraiment, moi, c'était comme mes grands frères, on n'a pas une grande différence d'âge, je suis la plus grande de ma famille, dans les neveux, nièces, donc c'était un peu comme mes frères. Donc oui, j'étais dès qu'ils pouvaient me trimballer à un événement, un truc, j'y allais. Avec, ouais. Donc c'était juste comme ça, naturellement, que j'ai évolué dans ça, quoi. Donc on peut dire vraiment que tu as baigné dedans. Et c'est peut-être de là qu'est venu ce côté... Plus baigné, je ne pouvais pas faire plus, quoi. Mais arrivé à l'adolescence, ayant vécu tout ce que tu nous dis, c'est quoi le premier truc que tu as voulu faire? Parce que bon, je me dis, moi, si je dois donner un exemple, moi, si je dois baigner dans ce truc-là, peut-être que je serais plus attiré par le rap. Ou par le grave, j'en sais rien, peut-être parlant de cette époque-là. Toi, c'est quoi le premier truc Ben moi, comme je te le dis, j'étais vraiment dans le milieu de la danse. C'était l'environnement dans lequel j'étais. Ouais. Comme je t'ai dit, j'étais pas une excellente danseuse. En fait, j'étais très timide. Okay. J'avais une timidité extrême. Tu l'as perdu dans le bus entre-temps? Ouais, il y a personne qui y croit, je sais. Et pourtant, je l'ai toujours. En fait, juste, je travaille dessus de fou. Parce qu'en fait, j'ai toujours une boule au cœur. Je sais pas, j'ai trouvé des mécanismes. Mais honnêtement, j'ai toujours ce truc en moi. Mais je sais que quand j'étais petite, c'était... Autant j'aimais bien faire des spectacles et tout avec les copines, mais tant que l'attention était pas trop sur moi, dès qu'elle était vraiment de manière vraiment frontale, vraiment j'avais peur de regarder. Mais tu sais que ce que tu dis, c'est quelque chose d'important, parce que c'est certains sujets que certains ont peur d'aborder. Tu vois, le fait de justement avoir ce côté timide, parce que je pense qu'à notre époque, quand on était plus jeune, le fait d'être timide, c'était un peu pris comme de la faiblesse. Tu vois. Mais maintenant, toi, aujourd'hui, qui arrive à dompter cette timidité, parce que beaucoup ne savent pas que la timidité, c'est un truc que tout le monde peut avoir, mais qui se gère. Bah oui, ça gère, parce que moi, je l'ai vraiment encore. Mais comment toi, tu fais, justement? Parce qu'on me dit, mais t'es super extravertie. En fait, j'ai un côté très sociable qui fait qu'on pense que je suis pas timide. Ouais. Parce que
pour moi, l'humain passe au-dessus de ça. Et je suis pas timide dans des situations de vie normale. C'est plus quand je dois exprimer vraiment qui je suis. Ouais. Là, ça devient plus compliqué. Donc voilà. Et je sais pas comment. Je pense que c'est les aléas de la vie qui ont fait que, honnêtement, j'ai pas une recette secrète. Je saurais pas te dire exactement comment, mais je sais que ça m'a empêché d'aller au bout de cette passion, par contre, parce que j'arrivais pas. J'avais trop peur. À la guerre, il fallait freestyler, je sais pas. Donc, je m'entraînais avec une copine sur le côté. Ouais. Mais dès qu'il fallait tenter devant les autres et tout, je pense qu'il y avait le côté peur du regard des gens, qu'on me juge et tout. Peut-être que j'avais cette peur-là et que, d'une certaine façon, on peut toujours un peu l'avoir, mais j'essaie de m'en détacher au maximum. Mais donc voilà, pour moi donc ça m'a empêché, on va dire quand même, de vivre quelque chose, mais sans regret parce que je l'ai vécu à travers mes meilleurs amis qui ont continué et qui jusqu'à aujourd'hui c'est leur métier, donc moi je suis contente. C'est comme si c'était moi finalement, donc c'est cool. Donc voilà. Mais quand tu dis que quand tu étais petite, tu trouvais tout ce que d'autres trouvaient extravagant, normal. Moi j'aimerais que tu nous expliques un peu, que tu te mettes un peu dans cette peau de Sarah petite, et que tu nous expliques ce que tu voyais et comment tu le voyais. Que tu nous fasses une petite interprétation en fait de ce que tu voyais à ce moment-là et de comment tu le voyais par exemple. Tu vois. Même si tu as des exemples. J'ai quelques exemples qui sont un peu marrants. J'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Donc le premier, je pense que c'était Star Academy. Star Academy. Le combien? C'était les premiers, hein, le 1, le 2. Avec Jean-Pascal, tout ça, Mario. Ouais, Jennifer et tout ça. Ouais. Et je sais plus, je me souviens que j'étais chez ma mère et qu'on regardait l'émission. Et je sais pas, il y avait une meuf qui avait une écharpe comme ça. Alors je saurais pas te dire c'était qui, mais je me souviens que je m'imaginais être là. Et que c'était normal. Donc là, mais à sa place, alors que je suis vraiment, je sais pas chanter du tout, genre je suis vraiment, j'ai jamais voulu être chanteuse, mais je me disais, ah ouais, un jour je pourrais être là, ou dans le public, enfin, être dans l'environnement. Mais c'était très prononcé comme souvenir. D'ailleurs, je t'en parle, donc c'est pour te dire à quel point ça m'a frappée. Et il y a un autre souvenir que j'ai aussi, et là, qui était beaucoup plus prenant, parce que finalement, j'ai réalisé ça plus tard. Bon, après, il faut rentrer dans les théories de développement personnel et tout ça, de créer ta réalité, etc., manifester tout. Moi, j'y crois fort. Mais du coup, on regardait les BET Awards avec une copine à moi, Asna, et c'était vraiment un rendez-vous. Et on se posait, on trouvait une solution pour regarder. C'était vraiment notre cérémonie. Enfin, moi, j'étais très tournée vers la culture américaine. On était vraiment fan de tout ce qui se passait dans la West Coast et tout. Et donc, du coup, on regardait et ma copine me disait, imagine, Sarah, t'es cette meuf dans le public. Et on avait l'émotion, comme si on était là. Et en fait, on était des folles, je pense. Parce qu'on s'imaginait vraiment en train de... Genre, on analysait une meuf dans le public qu'on voyait à la caméra, et on s'imaginait être elle, pas une autre à côté. Genre, la meuf du public. Vraiment un truc de fou. Et des années plus tard, je me suis retrouvée au BET Awards en train de vivre le truc par, entre guillemets, pur hasard. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, il n'y a pas d'hasard, quoi. Des fois, tu manifestes tellement des choses toutes bêtes et ça peut arriver. Donc, ouais, c'est dans ces moments-là que je me disais que c'était possible. Après, il y a eu, je pense, des faits. Le fait que je vive certaines expériences plus jeunes que peut-être mes copains de classe ne vivaient pas, c'était pas des trucs de ouf, mais te retrouver dans des studios radio, tout le monde ne le faisait pas à l'époque. Peut-être aujourd'hui c'est banal, mais quand t'es un enfant, c'est pas tous tes copains de classe et tout qui sont à la radio. Surtout qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la même ouverture que maintenant. C'est ça. Maintenant, ça a l'air un peu plus facile. C'est ça, exactement, exactement. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus facile et tant mieux, mais à l'époque, c'était très fermé. Bien sûr. Donc, du coup, j'avais accès à des concerts, je me retrouvais sur des scènes, je me souviens d'un concert avec Cheb Mami, j'avais rencontré des stars, des fois par hasard, des fois c'était prévu, mais voilà, j'étais jeune et je vivais quand même des expériences un peu extraordinaires, entre guillemets, pour mon âge. Donc, c'était une banalité pour moi. Même si je savais que c'était cool, hein. C'est pas genre, c'est rien du tout. Toi, c'était normal. C'était cool. C'était ton quotidien, on va dire. C'était pas mon quotidien, n'exagérons pas non plus. C'était pas mon quotidien, mais c'était quelque chose qui se passait de temps en temps, quoi. Donc, mais tes camarades de classe, tu leur en parlais? Non, même pas. Non, tu parlais pas de ça?
Ouais, peut-être, hein, j'en sais rien, mais c'est pas genre... Donc tu sais pas réellement ce que eux pensaient peut-être de Non, ta façon franchement, de voir les choses, par exemple. c'était pas ça, non. Non? Non, je sais que bon, j'avais mes meilleures amies qui sont toujours mes copines aujourd'hui. Ouais. Depuis mes primaires, j'ai un cercle qui a pas bougé, quoi. Et bon, il y a plein de gens qui sont rajoutés, etc. Mais je veux dire, j'ai toujours un cercle comme ça solide. On a évolué ensemble et je me souviens quand même qu'on avait quand même des discussions qui étaient peut-être pas à l'ordre de notre âge. Ouais. Après, tout dépend de la maturité, mais je sais qu'avec mes copines, on parlait de plein de choses très jeunes, on Ouais. philosophait très jeunes, alors que t'es pas censé faire ça à la cour de récré, tu vois. Bien sûr. Donc voilà. Je sais que j'avais déjà un caractère très marqué aussi. Je l'ai retrouvé dans mes cahiers de classe. Parce qu'un jour, j'ai pas parlé avec une de mes meilleures amies pendant 4 mois. En primaire. Ça, c'est un truc de fou de faire ça en primaire. Normalement, après 4 jours, vous êtes déjà Ah, 2-3 réconciliés. jours même. Voilà. Un petit bonbon, c'est fini. Elle m'en parle encore. Ah. Ça fait plus de 25 ans qu'on a mis. Elle me dit toujours ça. Tu vas me parler pendant 4 mois. Après, il faut dire aussi que très jeune, tu t'es retrouvé dans un milieu d'adultes, si je peux dire. Ouais. Aussi, tu vois. Donc, et les enfants, ils s'imprègnent très facilement de ce qui se passe autour d'eux. Surtout quand ça concerne les parents, les membres de la famille, on a souvent tendance à suivre. Après, je pense que ouais, c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'au final, tu mûrisses peut-être plus vite. Ou que tu sois peut-être beaucoup plus ambitieuse que d'autres, parce que toi, tu avais à vivre une réalité, peut-être que ces enfants ne vivaient pas. Parce que, on dit entre nous, ce que tu vivais, c'est pas des trucs d'enfants. Non, et puis il y avait même pas que ça. Il y avait le contexte familial qui n'était pas normal, entre guillemets. Ouais. J'ai vu une maman qui s'est battue aussi, qui était aussi une femme très dynamique, qui bougeait, qui prenait soin d'elle, qui s'occupait de nous. Moi, j'ai une anecdote. Ma mère, elle a pris la voiture un jour, elle a dit on va au Maroc, sans GPS. Elle nous a dit allez les gosses et tout. On nous dit mais quoi? Avec sa petite Toyota, on est reparti jusqu'au Maroc. Elle était là sur la route et tout. Elle s'est perdue en Espagne en pleine nuit. C'est pas grave et tout. Tu vois, donc j'avais quand même ce genre de maman qui faisait, qui a des photos, elle fait des saltos, elle fait de la guitare, avec des casques de moto. Tu vois, une maman très dynamique aussi, tu vois. Donc je pense que j'ai été empreinte de cet ADN-là même si elle, c'est pas le côté entrepreneur, mais elle aurait pu, je pense. Mais en tout cas, pour son époque, déjà, le fait de travailler, être une femme active, sa voiture, bouger, voyager, s'occuper des enfants, enfin, tout ça, c'était pas, je dis pas que c'était exceptionnel non plus, mais c'était quand même, c'est quand même quelque chose d'important, tu vois, chez nous. Elle a quand même combattu des choses, elle a été divorcée, elle était toute seule avec s'occupait les de enfants. vous seul, principalement. Ouais, on peut dire ça. Enfin, oui, elle a divorcé de mon père quand j'avais 10 ans. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant, bon, il était là sans être là, quoi. C'est le genre de papa là, mais pas du tout là. Donc c'était elle qui gérait tout. C'est elle qui gérait, c'était ouais. Donc ouais. Donc du coup, j'ai dû gérer tout ça aussi, quoi. Et tu penses pas, quand tu fais le parallèle de tout ce dont on a parlé maintenant qui concerne ton enfance, que ce soit les idées, ce soit le fait de, je sais pas, de voir d'un œil facile ce que d'autres verraient comme une difficulté ou comme un truc intouchable, penses-tu justement que à l'heure d'aujourd'hui, ton enfance n'est pas le reflet peut-être de ce que tu vis aujourd'hui? Ou pas du tout? Ou tu penses que ta réalité, c'est toi qui te l'es créée? Non, je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais. Je pense que mettre tout sur l'enfance de manière positive ou négative, je trouve que c'est jamais une bonne chose, personnellement. J'essaye de pas trop faire des parallèles en soi parce que, ou sinon c'est trop facile. Enfin, tu vois, tu peux tout mettre sur l'enfance ou pas, tu vois. Mais je pense que l'enfance, ça a une place centrale dans ta vie d'adulte, mais pas forcément dans les choix que tu vas faire. Je pense que ça détermine une certaine personnalité ou certains traits de caractère. D'accord. Peut-être de la résilience plus que d'autres, peut-être de la colère aussi, de la colère plus que d'autres, des choses comme ça, oui. Ça, je suis d'accord que tu as des prédispositions à ça, en l'enfance, ça te remplit de traumas, en fait, hein. Ouais. Parce qu'on l'utilise à tout va, mais depuis les premières secondes de ta vie sont un traumatisme en soi. Enfin, quand tu nais, tu pleures, t'es pas en train de rigoler. Donc, à ce moment-là, c'est ton premier choc, tu vois. Personne n'arrive sur Terre en rigolant, tu vois. On arrive déjà dans les cris et dans le chaos, tu vois. Donc, comment tu vis avec ça? Je pense que l'humain, il vit plus des moments malheureux que heureux. Pourtant, je suis quelqu'un de très positif. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu t'es expliqué un peu ce... Pour moi, en fait, le bonheur, c'est que une des facettes, tu vois, enfin, tu peux pas avoir de bonheur sans avoir connu
du malheur, on va dire, entre guillemets. Ouais. Et pour moi, tu peux pas savourer le bonheur si tu n'as pas vraiment connu le malheur. Tu ne le savoures pas de la même Pas de la manière, même manière, c'est vrai, c'est vrai. tu vois, pour C'est moi. clair. Après, non, il y a aussi, j'étais un bébé malade quand je suis née. Donc, je suis née, ma mère a eu très peur et tout. Donc, j'ai une maladie, voilà, que j'ai trimballée toute ma vie, mais qui a fait anodine, hein, j'étais asthmatique, mais un cas sévère, et je le suis toujours. Mais donc, du coup, quand j'étais jeune, bah, j'étais hospitalisée à ma naissance. Donc, en fait, depuis bébé, je me battais pour vivre, quoi. Je voulais vivre, tu vois. Et quand j'étais en primaire, ben, entre mes petits spectacles de danse à la cour de récré, je faisais des allers-rurs à l'hôpital, des fois des 2 semaines, 3 semaines, un mois. J'étais l'enfant à qui on envoyait des lettres, tu vois. Donc, du coup, ma mère, elle aussi, elle s'est battue par rapport à ça. Et donc, moi, ça m'a donné un truc de... Tout me paraissait tranquille, quoi. Après... Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. ouais, donc, même encore aujourd'hui, avec... plus tard, j'ai aussi connu autre chose. Donc, en fait, on a tous des difficultés, et j'en ai encore souvent. Mais j'arrive jamais à dramatiser très longtemps. Je peux être dans le mal, attention, hein, je peux être dans le mal de ouf, mais ça va jamais durer très longtemps parce que je me dis, meuf, ça va, t'en as vu d'autres, tu vois. Bien sûr. Donc voilà. Ok, donc si je suis bien ce que tu dis, c'est que toi tu estimes que certes, on peut avoir un vécu ou un passif dur, mais c'est pas ça qui détermine forcément la suite. Ou on va dire qu'il y a que certains traits de ce passé qui reviennent peut-être, c'est ça? Des traits de caractère par exemple. En fait, ça revient et après, c'est toi comment tu vas les gérer avec ta personnalité et comment tu t'es forgé, je pense. Tu décides en fait de prendre... pour moi, ta personnalité, c'est que des attributs qu'on te donne, tu vois. Ouais. Genre, et qu'on va te répéter assez longtemps pour que tu l'acceptes un jour. Genre, si on va dire, ouais, cette meuf, elle est colérique, ben, c'est juste parce que peut-être qu'une personne t'a vu plusieurs fois en colère, systématiquement, de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. C'est un état émotionnel dans lequel t'es, et c'est à toi d'accepter le masque et te dire, ok, est-ce que j'accepte de prendre ce masque-là, ou est-ce que je le laisse de côté, tu vois? Ouais. Pour moi, je vois les choses comme ça dans tout. Et c'est pour ça que tu peux connaître une personne d'une certaine manière et une autre personne va dire je connais pas du tout cette personne-là. Parce que peut-être qu'une personne a décidé de te donner le masque qu'elle a envie de te donner, tu vois. L'étiquette, ouais. Et toi aussi, quand on accepte de dire je suis sociable, je suis gentille, je suis bienveillante, je suis truc, c'est juste des masques que tu as décidé de te prendre. Ouais. Si plusieurs personnes te le disent, à un moment tu dis ok, j'accepte. Aussi, quelqu'un va... Mais ça va dans le sens négatif aussi. Si quelqu'un te dévalorise constamment, à un moment, tu peux y croire dans un moment de faiblesse et dire, ok, c'est peut-être qu'il a raison. Aussi, peut-être 2 personnes différentes vont dire quelque chose. Mais ça veut pas forcément dire que c'est ce que tu es. C'est peut-être une émotion que tu as eue à un certain moment, mais que tu n'es pas obligé d'accepter en te disant, c'est moi, je suis que ça, quoi, tu vois. Je pense qu'on peut être plein de choses en même temps. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Par rapport à ce que tu dis aussi concernant la maladie, je pense que ça a dû... Enfin, tu dis en plus de ça que c'est un truc que tu traites encore là maintenant. Pendant ces périodes-là, que ce soit la maladie ou que ce soit peut-être aussi certains manques, parce qu'on sait que les manques sont des choses qui nous suivent toute la vie. C'est ça. Malheureusement, tu vois. T'es-tu senti soutenu à ce moment-là, ou qu'as-tu fait en fait pour faire preuve de résilience par rapport à ça? As-tu justement de l'aide, du soutien, ou t'es-tu battue toute seule par rapport à ça, avec toutes ces choses-là en question? Moi, je pense qu'on se bat jamais tout seul. Je pense que ça n'existe pas se faire tout seul, j'ai réussi tout seul et tout. Ça n'existe jamais de la vie. On est donc toujours... Rick Ross, il nous a menti, Rick Ross. Ouais. Ouais, il a menti. Non, je pense que la détermination, c'est toi qui dois l'avoir. Ouais. La résilience, c'est toi qui l'as. Mais je pense que t'as toujours des énergies autour de toi qui vont te pousser quoi qu'il arrive. Ouais. Je pense que même une personne qui est seule, vraiment qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'amis, tout, c'est pas ce que je vis. Mais je pense qu'une discussion dans la rue avec une personne inconnue peut te changer, peut débloquer quelque chose en toi, peut t'apporter quelque chose. Moi, j'ai eu plein de gens que j'ai croisés dans la rue, avec qui j'ai discuté et qui ont été des grandes leçons de morale pour moi. Ouais. Tu vois? Moi, j'adore rencontrer des fois des gens, parler avec des gens, surtout les vieilles personnes, j'adore, mais genre tout le monde, tu vois. Ça peut être n'importe qui, il peut...
t'apprendre quelque chose sur toi aussi, C'est vrai. tu vois. Mais pour revenir sur ça, en fait, en gros, bah oui, donc pour l'asthme, ouais, j'ai eu ça toute mon enfance, mon adolescence. Après, ça s'est calmé à mes 18 ans. Et j'ai développé autre chose du coup. Mais je savais pas encore, tu vois. Et pendant 5 ans, je me suis battue contre une maladie silencieuse, une maladie auto-immune. Et j'ai été diagnostiquée quand mon fils a eu 1 an, mais j'étais vraiment entre la vie et la mort. Donc on m'a récupérée et je me suis fait opérer d'urgence et j'étais aux soins intensifs, enfin, tout le bazar. Et là, on m'a diagnostiqué ma maladie, qui est, je préfère pas citer, mais les gens, je pense qu'ils le savent, enfin, ceux qui demanderont pourront me DM. Mais en gros, c'est une grosse maladie auto-immune. Et on m'a vraiment dit que ma vie allait être changée, bouleversée, que j'allais peut-être plus pouvoir marcher, que j'allais être handicapée à plus de 70%, que j'avais un traitement à vie à prendre de 9 médicaments par jour, qu'on m'a donné, hein. Et donc, ouais, j'ai vu ma vie basculer en quelques jours. Mhm. Et bah, pendant ce temps-là, j'étais avec mon ex et du coup, j'ai voulu me battre et tout. Et bah, je me suis sentie, enfin, j'ai été abandonnée, quoi, tu vois. Du coup, j'ai dû tout reprendre à zéro, retourner chez ma mère avec mes enfants, sans argent, sans aucune source de revenus et tout, avec une maladie où clairement on te dit que t'es condamné Mhm. et que ta vie sera plus jamais la même. Et moi, j'ai dit hors de question. Mhm. J'ai dit non, ça va pas se passer comme ça. Et directement, j'avais demandé à ma mère de me ramener. Donc, je me suis sentie soutenue, évidemment, par ma mère, Ouais. par quelques amis. Pas beaucoup d'ailleurs. Mais c'est bien les moments comme ça. Il n'y en a jamais beaucoup à ces moments-là. Ça permet de faire Le tri, bien Je sûr. trouve que les naissances et les maladies, des fois les décès, ça permet toujours de faire le tri autour de toi. Des fois, les mariages aussi, hein. Ah, les mariages aussi, c'est vrai. Avec un peu d'alcool. C'est vrai. L'alcool, ça fait parler, hein. C'est vrai ça. Ah, Je oui. bois pas, donc je sais pas. Je bois pas non plus. C'est vrai. J'ai vu. Ah, t'as vu. Ok. Non, mais moi aussi, je bois beaucoup d'ailleurs autour de moi. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai. Ça peut être aussi le mariage. Ça peut être. C'est vrai que dans les mariages aussi, il y a un tournant, je pense. C'est pareil, dès qu'il y a de l'alcool. Ouais. Je bois que de l'eau spa. C'est bien. Des fois, je suis au fond de cahier. Non, je rigole. Mais en gros, voilà. Et donc, du coup, pour revenir à ça, j'ai décidé juste de pas accepter les infirmières qui venaient pleurer au chevet de mon lit, zéro blague, qui me disaient, vous êtes si jeune, vous aviez la vie devant vous. Enfin, j'ai vraiment su ça comme ça. J'ai dit, mais c'est des tarés. Mais c'était gentil, quoi. Mais ils étaient en train de me dire que ma vie était foutue. Et moi, j'étais là en mode, mais hors de question. J'ai même pas 30 ans. C'est que le début. Bah oui. Mhm. Et donc, une fois, je suis rentrée à l'hôpital. Donc, on m'a diagnostiqué ma maladie. J'ai essayé de prendre le traitement, ça n'a pas fonctionné. J'avais des effets vraiment très, très compliqués sur moi. J'ai décidé de pas le prendre, de prendre ça d'une autre manière, avec des choses plus naturelles et tout. Ouais. Je dis pas qu'il faut renoncer à la médecine, c'est très important. Ça m'a sauvé la vie quand même. Mais je pense qu'il faut aussi s'écouter. Bien sûr. Et j'ai vraiment décidé de m'écouter. J'avais une opération invasive que je devais faire, que j'ai pas faite. Et donc, du coup, finalement, j'ai voyagé, j'ai repris ma vie à zéro. J'étais aux États-Unis. Vraiment, on fait comme dans les films. Allez, je me ramène tout sur Route 66. Non, mais en vrai, c'est vraiment ce que j'ai fait, hein. Ouais. Mon médecin m'avait donné 1 an de choc post-traumatique. De tout ce que j'avais vécu. En fait, je me rendais pas compte de tout ce que j'avais vécu dans ma vie. Tu gardais tout en toi, en fait. Ouais. C'est ça. Et moi, j'étais prête à retourner travailler. D'ailleurs, il faut insister sur ça, s'il te plaît. Dis-moi. Les personnes qui ont des choses, des traumas, du vécu, et qui gardent tout en elles en pensant que, de toute façon, j'ai trouvé des solutions tout seul. Toi, qui es une preuve vivante de cette chose, qu'est-ce que tu en penses? Ça crée des cancers. Ben, désolée, enfin, je vais peut-être être crue, je sais pas. Ça crée des maladies. Faut vraiment pas faire ça. Faut vraiment trouver même une personne autour de vous. C'est pas obligé d'aller voir un psy, machin. Parce que c'est aussi un geste fort de le faire et ceux qui peuvent le faire doivent le faire. Mais juste en parler déjà à quelqu'un de confiance, ça libère. Ouais. Je pense que les gens qui parlent avec quelqu'un de confiance, etc., ça peut libérer. Et je trouve qu'il faut pas garder les choses
Après, il y a beaucoup de choses. C'est bien de donner des leçons, mais des fois, il y a des cadres familiaux qui empêchent ça. La culture, des fois même la religion. Donc, du coup, des fois, tu te sens prisonnière de plein de choses et tu oses pas t'exprimer et ça crée des dégâts dans les familles. Bien sûr. Parce que du coup, les gens osent pas faire, enfin, osent pas. Ouais, ils gardent tout Et des fois, les gens font des bêtises c'est ça. aussi. Ça sort pas de la bonne façon après. Ouais. Donc non, il faut parler, il faut dire. Mais voilà, moi, en tout cas, voilà, j'ai tout envoyé chier. Enfin, désolé du terme, tu vivras. Ouais, on est totalement dedans. Ouais, j'ai tout envoyé balader. J'ai voyagé. J'ai décidé de retirer toute la négativité. Je me suis mise beaucoup à la lecture. C'était quelque chose que j'avais laissé de côté pendant longtemps. Mhm. Je regardais plus la télé. J'avais repris un régime assez strict. Pendant presque un an, je mangeais plus de viande, etc. Je cuisinais tout moi-même et j'ai décidé de réapprendre à connaître mon corps. Et quand j'avais une douleur, ben, je l'acceptais. Je fais de la méditation. Oh, moi, j'étais dans tout, hein. J'ai juste tout fait pour que cette maladie ne prenne pas plus de place. Et quand je suis retournée, j'ai eu encore une rechute un an après. Donc là, on devait m'opérer et là, j'ai dit non, hors de question. Je suis sortie de l'hôpital. Je suis rentrée pour l'opération avec mon petit pyjama et puis j'ai dit non. Parce que cette opération allait engendrer, on va dire, des conséquences irréversibles. Ouais. Et j'ai dit non, je suis encore trop jeune. Et jusqu'à présent, tout va bien, pas de médoc, je suis en super forme. Les médecins comprennent rien, ils me disent que c'est pas normal. C'est pas normal, mais tant mieux. Ouais, voilà, tu vois. On prie un Dieu Voilà, invisible. c'est ça. C'est normal que ce soit pas normal. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'y ai cru vraiment, tu vois. J'ai vraiment cru que c'était pas le moment. Ouais. Je leur ai dit, je vous fais confiance et tout, mais c'est pas le moment. Il faut vraiment que je trouve d'autres solutions. Ouais. Et c'est difficile quand on a des médecins, des professeurs. Moi, j'étais un cas d'étude à l'hôpital, tu vois. J'étais vraiment un cas d'étude sur ma maladie. Ouais. Donc, j'ai dû signer des charges et tout pour leur dire, vous êtes des professeurs, vous avez fait 20 ans de carrière d'ingénieur. Mais moi, je sais que je vais me faire opérer. Okay. Donc ça, pour moi, c'est une de mes plus grandes fiertés. Au-delà de tout ce qui est entrepreneuriat, on va sûrement en reparler, j'espère quand même. Mais honnêtement, pour moi, c'est ça la vie, quoi. C'est s'écouter, suivre son instinct, parce qu'on l'écoute pas assez souvent. Pour moi, je pense que c'est le démarrage de tout. Et pour passer maintenant à la phase juste après, donc tu traverses ce moment-là. Ouais. Quand tu reviens, c'est quoi le premier truc dans lequel tu te lances, en fait, clairement? Parce que tu as quand même beaucoup de casquettes pour une seule tête. Ouais, un peu trop. Des fois, on me le reproche souvent, ça. Et ça peut être vu comme quelqu'un qui n'est pas sérieux ou quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, enfin ce qu'elle veut, une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, pardon. Ça dépend de qui c'est vu, parce que Einstein ne savait pas ce qu'il voulait non plus alors, parce que lui aussi il faisait plein de choses. C'est ça. C'est juste une question d'être un génie, un polymathe. Je pense pas que je suis un génie, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que on a une vie et je trouve ça trop nul de faire une seule chose dans sa vie. Enfin, c'est ma perception. Et en fait, ça n'a jamais été faire pour faire des choses. Ça a été juste une suite logique d'opportunités, souvent. Ouais. Opportunité ou curiosité. Je suis extrêmement curieuse. Je pense que mes copines le savent. Je suis extrêmement curieuse. Donc, je sais pas si c'est un défaut, une qualité, mais j'adore. J'ai une curiosité en moi depuis toute jeune. Et donc, du coup, en gros, pour moi, j'adore apprendre. Genre, il y a 2 ans, je me suis formée en IT dans la cybersécurité et je me suis diplômée. J'ai passé 2 certifications. Alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie, tu vois. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, je sais, il y avait un fond derrière. Je voulais en faire peut-être une source de revenus en plus, etc. Ça, c'est clair et net. Mais je veux dire, j'aurais pu aller chercher autre chose, faire juste un autre job. Mais j'ai décidé d'apprendre une nouvelle compétence. Et je trouve que, toute ma vie, j'apprendrai des nouvelles compétences. Il y a personne qui m'en empêchera, quoi. Même si c'est mal vu, je m'en fous. Moi, là, j'ai juste enchaîné des nouvelles compétences dans un milieu un peu différent, quoi. Enfin, non, justement, dans lequel je baignais déjà, tu vois. Okay. On parle pas de l'IT, mais de manière générale, j'ai enchaîné des compétences que dans un milieu que je connaissais. Tu vois, l'événementiel, créer des événements, etc., puis faire un peu de radio, puis après j'ai touché un peu de booking, j'étais avec des amis qui faisaient du booking, donc je faisais du booking avec eux à gauche à droite, je les aidais. Et puis après, j'ai fait de la mise en relation parce que je connaissais plein de monde finalement, qu'on m'appelait « Ah Sarah, tu connais pas un tel, ah Sarah ?» Et moi, je le faisais comme ça, gratuit. C'était le lien en fait entre... Ouais, pendant longtemps, j'ai fait toujours ça, mais
mais de manière, tu sais, juste pour le faire. Je savais pas que c'était un métier, que c'était valorisé, que ça valait de l'argent, beaucoup d'argent. Bien sûr, Je savais pas du tout, tu vois. Et je le faisais vraiment comme ça, porte ouverte. Et puis j'ai un côté très social et tout, donc j'ai travaillé dans une association. J'organisais des événements pour l'association, une asso panafricaine pendant 1 an, parce que je suis aussi beaucoup tournée vers ça. Donc du coup, ben voilà. Mais ça a toujours été des nouvelles compétences. Donc quand j'étais dans ce milieu-là, j'apprenais aussi, je lisais des livres, tu vois, et France Fanon, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, en gros, moi j'adore apprendre. En gros, si on doit tout résumer, c'est ça qui a dicté, on va dire, mon rythme de vie. Et puis finalement, ben, tu te fais de l'argent là. Après, c'est très précaire quand même, je trouve, parce que vu que j'arrivais pas à me dire, je vais faire un truc et me focus dessus, dès que je voyais un autre truc, peut-être qui me parlait, Tu fonçais dessus. ouais, pendant un petit temps, j'ai fait ça. Après, j'ai quand même compris qu'il fallait structurer un peu le Bien truc. sûr. Mais je regrette pas parce que ça m'a permis de vraiment développer des nouvelles compétences. Mais maintenant, là, clairement, c'est quoi, on va dire, si tu dois citer 3 choses que tu fais régulièrement, Ok. c'est quoi? Bah, là, actuellement, je développe mon média. D'accord. Je fais du consulting pour les artistes. Ça dépend. Je fais un peu un 360. Donc, La direction artistique. ouais, je fais de la DA, Mhm. mais aussi du conseil, organiser des événements. J'avais organisé en fin 2024. Mais par exemple, il y avait un des plus gros artistes belges d'origine marocaine qui m'avait contacté. Donc j'ai organisé son avant-première pour sa série, faire du conseil, faire la DA de son documentaire. Donc c'est ce genre de choses. J'ai quel côté créatif vraiment que je développe de plus en plus et que j'aime et que d'ailleurs j'ai encore envie de développer. Pour moi, je suis que au début parce que j'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur avec ça. Je n'osais pas. Tu vois, j'étais là en mode il y a d'autres gens qui le font mieux. Ouais. Tu vois, mais en fait en réalité, j'ai fait de la DA depuis toute jeune. J'étais sur des clips, j'avais déjà 17 ans, 18 ans, je dirigeais des clips, tu vois. Enfin, du coup, pour moi, je le faisais, mais comme ça. Avec mon petit frère, on avait ouvert son studio, donc il s'était mis... Enfin, c'est aussi un artiste et tout. Pendant des années, il a eu un studio pendant 7 ans. Enfin, on l'a ouvert un peu ensemble, je l'ai aidé aussi par rapport à ça. Et donc, du coup, enfin, je suis dedans, quoi. Des fois, on organise des séminaires. J'organise des séminaires pour des artistes qui viennent de France, dans des studios en Belgique. Mais là, actuellement, vraiment, 2026, mon focus, c'est mon média que je suis en train de développer. C'est celui sur lequel tu fais aussi des podcasts ou... C'est ça, celui-là. ouais, The Site. The Site, Là, c'est ça. je reviens avec des nouvelles interviews qui ont déjà été tournées. Donc là, il y a mon média que je développe. Je me lance sur Twitch aussi avec une équipe. Ok. Cette semaine. Là. Enfin, du coup, ce sera déjà sorti, je pense, quand tu sortiras le podcast. Et du RP et du conseil toujours, quoi. Tu conseilles. Ouais, donc RP en France et en Belgique. Donc, si j'ai bien compris un peu toi, ce qui fait ta force, en fait, c'est ton côté créatif. Tu as peut-être cette faculté de savoir... Et organisationnel, je organiser, pense. ouais. Plus organisationnel dans un premier temps, je dirais quand même, Ouais. avant le créatif. Puisque le créatif fait partie intégrante de moi. Donc c'est ma créativité, évidemment. Mais c'est plus le côté organisationnel quand même. J'ai adoré organiser des événements, des remises d'awards, des événements sportifs, il y a eu des séminaires de développement personnel, des choses comme ça. Et ça, j'aime bien organiser. Si je devrais faire un truc, et si on me dit tu dois tout arrêter et faire qu'une seule chose, au-delà des médias, du conseil et tout, je pense que l'organisation d'événements, c'est vraiment ce qui m'anime le plus. Bizarrement, j'en fais de moins en moins, j'en ai plus fait depuis un petit temps. Ouais. Mais c'est vraiment mon truc. J'adore ça. J'adore vraiment ça, quoi. Tu sais, comme je t'ai dit au début, tu es dans un milieu qui est un milieu très compliqué, tu vois, d'autant plus pour une femme. Tu vois, tu rencontres des artistes de tout genre, dans le rap, musique, qu'on t'a vu d'ailleurs sur une photo avec Koffi Olomide. Sacré Grande Koffi. power. Tu vois, justement, le fait de fréquenter autant de personnes de l'industrie, en sachant déjà tout, on va dire tous les bruits de couloir qu'on a. Une femme comme toi, dans un milieu comme ça, as-tu vu ou ressenti ou vécu
certains clichés qu'on peut avoir sur ce milieu-là ou pas? Par exemple, le fait que quand tu es une belle femme, forcément, tu vas avoir des propositions, tu vas avoir peut-être des facilités par certains procédés. Est-ce que toi, qui es dedans, tu as vu et vécu ça ou pas? Je pense oui et non. J'adore répondre oui et non. Mais en gros, oui et non dans le sens où je pense que c'est vraiment un fantasme populaire. Je sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais en gros, pour moi, il n'y a pas de plus dans un milieu que dans un autre. Ouais. Au boulot, moi, j'entends des histoires abracadabrantes dans des bureaux où les gens ont des jobs classiques, quoi, à la banque Ouais, et tout. là, quand même, Et c'est t'entends là, des c'est histoires différent. de... Ben, moi, je trouve que c'est plus fou dans des bureaux ou à la Stib. Oh, désolé la Stib. Non, mais... Non, Je ne vais pas faire de commentaires. non, mais... Enfin, non, mais je vous aime beaucoup. Euh, non, mais franchement, moi, j'entends des histoires de fous et c'est pas forcément dans mon milieu que je les entends le plus. Il faut arrêter. Par contre, ce que je trouve... Il y a ce côté... je sais pas, c'est parce que c'est un truc inaccessible peut-être pour certaines personnes. Ils se disent les stars, les machins et tout, mais quand t'as pas, je sais pas. Pour moi, oui, tu peux avoir des propositions, mais comme dans tous les milieux, on m'a jamais dit des trucs de fou, quoi. Des choses que tu n'avais jamais entendues avant, on va dire. Ce que tu as entendu, t'as déjà entendu ça ailleurs, Ouais. c'est ça que tu veux dire. Enfin, moi, ce que j'entends ailleurs, c'est souvent pire. Genre, Ouais. tu vois, les trucs, tu parles de la drague, des trucs comme ça. Oui, mais comme une relation homme-femme classique, quoi. Dans n'importe D'accord. quel endroit, quand il y a un homme et une femme et qu'une femme plaît un homme, il peut y avoir une interaction. C'est pas parce que c'est tel artiste. Après, ce que des fois, et je trouve que c'est rare, mais c'est vrai que ça peut arriver, que certains artistes peuvent penser que du fait qu'il y a le statut, ils ont tout facilement. Mais justement, en fait, certains artistes qui réfléchissent comme ça, ils vont même pas chercher une meuf qui travaille dans le milieu, ils s'en foutent parce qu'ils ont tellement tout facilement. Ouais. Tu vois, c'est pas vers des meufs du milieu qui vont forcément aller draguer, c'est des relations, on va dire, de taf, de business. Donc ça peut arriver, hein. Je dis pas, hein, je fais pas la prude ou quoi. Il peut y avoir des réflexions et tout, mais dès que les personnes voient que t'es dans ton travail, que t'es plus ou C'est moins carré. sérieuse, et que tu fais des blagues de temps en temps, que tu rigoles, mais que ça va, t'as tes limites et tout, tu peux même développer plutôt du respect et certaines amitiés. Mais des propositions, oui, il y en a, enfin, mais comme partout, je pense. Comme Ouais. partout. Pour moi, il n'y a pas de... Faut arrêter ça. Ok, de toute façon, tu es Pour dedans. moi, c'est plus difficile peut-être de s'imposer. Et entre guillemets, j'aime pas ce mot parce qu'il faut pas s'imposer, il faut juste faire ce que tu as à faire. Ouais. Tu vois. Mais mon caractère est tellement... j'ai l'impression un peu masculin, sans rentrer dans les clichés de masculin-féminin, que du coup, très vite, je brise cette glace. Mhm. Tu vois. Donc, en général, ça va. Moi, j'avais une question qui n'a rien à voir avec ça. Je t'ai vu récemment t'exprimer, enfin récemment, c'était il y a un moment. Tu t'es exprimé par rapport aux médias Skyrock. Ok, oh, ça date, ça. Ouais, ça date un peu. Ouais. Mais moi, ça m'a un peu intéressé parce que je sais un peu comment se développent un peu les médias ici en Belgique, comparé à la France. Ouais. Et surtout... C'était quoi que j'avais dit? Tu veux répéter ou pas? Je me souviens pas, ça doit dater. Moi, je trouve que tu as été très critique vis-à-vis de Skyrock, à juste raison. J'ai appris les copains de Skyrock pourtant. Coucou Émeric, c'est qui passe par là. Non, mais c'est surtout par rapport au fait que, bon, on voit que la DA de Skyrock a pas mal changé depuis. Oui. De base, c'était du rap. Bon, là, maintenant, on voit... Oui, c'est parce que j'étais sur un podcast qui parlait vraiment de la culture et du rap et tout, Ouais. et on parlait des médias et de qui, on va dire, a entre guillemets les épaules pour représenter, on va dire, une certaine culture fantasmée peut-être, qui n'existe peut-être pas forcément non plus. Et donc du coup, en gros, En fait, moi, c'est légitime en gros. voilà, mais moi, C'était par rapport à la si je te pose la question, Ouais. c'est pas spécialement pour rentrer dans le truc de Skyrock. C'est par rapport à quoi? C'est parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit que bon, peut-être que cette question pourrait aussi te parler, vu déjà que tu as pu t'exprimer sur ça. J'avais Quand tu pas encore regardes- mon média en plus quand je l'avais Mais quand lancé. tu regardes justement ce que certains médias français deviennent, avec la culture, etc., qui finalement commencent à se perdre, selon toi, quelle serait la solution? Par exemple, ici en Belgique, en sachant qu'ici en Belgique, en plus de ça, c'est pas comme si on était dans un pays où c'est quelque chose de très, très prononcé. Que faudrait-il faire en fait pour, au niveau des médias, pour justement remettre la culture Au centre. au centre? En fait, je pense que déjà l'authenticité, le naturel, je pense qu'on retourne vers ça. En fait, parce que les médias, c'est foutu.
En fait, les médias, les gros médias tradis et même les médias dits de la culture qui ont pris une telle ampleur, et tant mieux. Mais ça devient de la pop, on va dire urbaine, si on veut utiliser ce terme, même si je l'aime pas, mais on se comprend, tu vois. Dans le sens, un Skyrock, moi je trouve ça top. Je trouve que c'est toujours intéressant pour un artiste en développement d'aller faire son Skyrock, parce que ça représente quand même quelque chose. D'aller faire sa petite nocturne, d'aller faire son Planet Rap s'il peut le faire. C'est toujours une vitrine. Ça n'a plus le même impact qu'à l'époque. À l'époque, quand tu faisais Skyrock, tu passais un cap. Quand tu passais sur Skyrock, enfin, au niveau du public, ton statut, il avait clairement changé. Aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert. Ouais, c'est plus accessible. Tout le monde, oui et non, mais quand même, c'est beaucoup plus accessible, tu vois. Il y a quand même un mec qui est habillé en robe de mariée qui est passé, donc. Ouais. Donc tout le monde passe. En fait, ils sont dans une DA plus TikTok, plus les influenceurs, etc. Plus React, plus buzz. Plus buzz, quoi. Ouais, plus buzz et tout. En tout cas, sur les médias digitaux, enfin sur les plateformes digitales, c'est comme ça qu'ils communiquent. Voilà, c'est leur DA. Mais moi, je trouve que c'est l'authenticité. C'est des gens comme nous qui lançons nos petits médias à gauche à droite, les créateurs de contenu. Je pense à des potes à Bruxelles, Jeune Kija, Fox, les boîtes médias. Enfin, tu vois, qui ont lancé leurs médias à eux, quoi, tu vois. Et il y en a plein d'autres d'ailleurs, désolé ceux que j'ai pas cités, mais je trouve que tout le monde crée, et je trouve l'authenticité. Aujourd'hui, t'as même plus besoin vraiment d'un média. Tu te mets sur TikTok, tu balances ton react sur un rappeur, ça peut buzzer. Tu te lances sur Twitch, ça peut buzzer. Tu fais tes vlogs sur YouTube, ça peut buzzer. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux... Aujourd'hui, tout le monde est un peu garant de la culture, en vrai. Et tout le monde peut faire n'importe quoi avec, c'est accessible. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, selon toi, pour justement réatteindre cette authenticité? Parce que... Non, l'authenticité, je pense qu'elle est là plus que jamais. Tu crois? Ouais. Pour moi, l'authenticité, elle est plus que jamais là parce qu'il n'y a plus de filtre. Alors, il y aura toujours des gens qui vont faire des choses pour atteindre le buzz, etc., pour atteindre des choses comme ça. Mais l'authenticité, si tu n'es plus authentique aujourd'hui sur les réseaux, c'est mort. Parce que tout le monde a des choses parfaitement lisses et tout le monde est fatigué de ça. Ça y est, c'est fini, ça. C'est vrai. On est tous fatigués. On parle fake. Ouais, on n'en peut plus. Donc, on revient à cette ère d'authenticité. Donc, je pense qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Faut laisser la société évoluer comme elle doit évoluer. Et toi, t'adapter et rester toi-même et faire ce que tu aimes et défendre les valeurs que tu veux défendre les idées que tu as envie de défendre, rester toujours nuancé. Parce que c'est jamais tout noir, tout blanc, et jamais un méchant, un gentil. Sauf Israël et Palestine, quoi. Mais sinon, c'est qui le méchant? Israël, évidemment. Je peux te serrer la main? Oui. Merci beaucoup, merci. De rien. Non, mais d'ailleurs, j'attaque pas le peuple qui n'a rien à voir. Mais non, pas du tout. De toute façon, on sait maintenant. Pourtant, les gouvernements... Oh, on sait maintenant, je sais pas. Mais moi, j'aurais jamais peur de dire ce que je pense. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tout en étant... connaître un minimum le sujet, je trouve. Bon, après, tout le monde ne doit pas aller de sa petite réaction non plus. Je trouve que des fois, on veut toujours réagir à tout aussi. Ouais. C'est pas nécessaire, forcément, tout le temps. On veut réagir à un truc que tu connais, que tu maîtrises, forcément, d'une certaine façon. Ouais, on maîtrise jamais assez, mais oui. Déjà, réagir à quelque chose que tu connais. Déjà, prendre le recul avant de réagir. Et s'il y a eu 1 million de réactions, ta réaction, elle sert plus à rien. Ouais. Moi, je me souviens, quand il y a eu des attentats, et la réaction du peuple palestinien qui est colonisé, personne ne réagissait. Donc moi, là, j'ai été à fond, tu vois. Et une fois que j'ai vu que tout le monde commençait à réagir, j'ai plus jamais posté un truc. Ça sert à quoi? Je vais rajouter mon grain de sel, pourquoi? Tout le monde en parle, ça y est, c'est bon. Il n'y a plus besoin. C'est pas ma parole qui vaut plus qu'une autre. C'est juste la lumière qu'on doit mettre sur quelque chose à un moment précis. Ouais. Tu vois, donc je pense que ça sert plus à rien, tu vois. Je trouve que il faut parler quand personne parle, sinon ça sert à rien de parler, ferme ta bouche et voilà. On n'a pas beaucoup parlé des enfants. Pour moi, c'est, comme je t'ai dit, c'est central dans ma vie. Donc, par rapport à l'exemple, honnêtement, moi, j'ai beaucoup de discussions avec ma fille. Je suis une maman très proche de mes enfants.
On rigole beaucoup. J'essaye d'être à l'écoute. En vrai, je veux pas les guider dans quelque chose. Je les laisse vraiment vivre, être libres, exprimer ce qu'ils sont réellement. Voilà. Et j'essaye vraiment de les laisser faire leur choix, quoi. Je leur dis pas enfin, moi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi, dans la vie. J'ai aucune direction. Je veux juste qu'ils le fassent bien, tu vois. Genre, si tu veux faire quelque chose, bah, tu le fais au maximum de tes capacités et je vais être intransigeante par rapport à ce que toi tu voulais. Je vais te soutenir alors jusqu'au bout, mais je vais pas être dans le middle avec eux, tu vois. Ma fille fait du piano depuis 10 ans. Je te jure qu'elle a voulu arrêter. Je te jure, je l'ai pas laissé, hein. Je dis, ah non, cocotte, on a investi là. T'as intérêt à retourner, à te remotiver. Prends 2 semaines de vacances et t'y retournes. Et là, elle est très contente d'avoir continué. Elle me remercie, tu vois. Mais je discute beaucoup avec eux. J'ai une bonne entente. Et pour moi, tout est une question d'équilibre. Mais tu sais, une maman comme toi, j'ai justement une question, une autre question par rapport aux enfants. Tu sais, toi, tu as eu à toucher à plein de choses. Imaginons maintenant tu as un enfant qui a aussi ce truc. Comment tu fais pour le guider? Quels sont les conseils que tu lui donnes? Parce que c'est difficile. Je pense déjà nous, bon, parce que je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Et on n'a pas eu cette chance-là d'avoir quelqu'un qui dit ah, écoute, tu es fort dans ça, eh ben fais, tu vois, qui donne une stratégie. Toi, c'est quoi la stratégie que tu donnerais à ton enfant dans ça? Moi déjà, je parle déjà parce que moi j'ai quand même une ado quoi qui est déjà grande, donc du coup je parle beaucoup avec elle. Et elle sait toujours pas ce qu'elle veut faire dans la vie et c'est ok. Et voilà, moi je lui dirais suis ce que tu as envie de faire au maximum et si ça fonctionne pas, si tu veux faire autre chose, tu le fais. Enfin, y a pas, je pense que la vie elle doit être vécue, elle doit pas être subie, tu dois pas guider, enfin c'est sa vie à elle. Je ferais juste moi mon rôle c'est juste qu'ils aient des bonnes valeurs, tu vois. Je fais toujours en sorte qu'ils aient des bonnes valeurs et qu'ils sachent différencier le bien du mal. Pour moi, c'est ça mon rôle en tant que mère avant toute chose et qu'ils ont une intelligence d'esprit d'observer ce qui se passe devant eux. Bien sûr. Et voilà, tu vois. Pour moi, c'est ça mon rôle. Pas leur dire ce qu'ils vont faire dans la vie, avec qui ils vont se marier, comment ils doivent, tu vois, comme, moi, je le vois déjà avec ma fille. Hier, elle m'a demandé si s'il pouvait mettre du mascara à l'école. J'ai commencé à pleurer. Elle a pleuré avec moi. J'ai dit, mon petit bébé, tu grandis, je veux pas. Et elle m'a dit pourquoi et je l'ai regardée, je savais pas pourquoi. Du coup, je lui ai dit bon bah vu que je sais pas pourquoi, ok. Puis elle m'a dit non maman t'inquiète, je peux attendre encore un an de plus, j'ai pas envie de faire quelque chose derrière ton dos. Je préfère le faire devant toi. Pour moi c'est ça ma réussite. C'est que ma fille elle a ce niveau de confiance où même si elle a envie de faire quelque chose et que c'est pas le moment que je lui dise non etc. Elle me dit ok c'est pas grave. Et d'ailleurs je vais la laisser mettre du mascara parce que j'ai trop aimé sa réponse. J'ai dit non, elle a marqué un point. Tu vois, elle m'a dit pourquoi. Et j'ai pas trouvé vraiment une réponse cohérente à part juste mes peurs qu'elle grandisse trop vite, tu vois. Et par rapport à ton média. Oui. Pourrais-tu nous en dire un peu plus? Quels sont les projets? Parce que j'ai vu qu'il y avait plus rien pour l'instant. Donc qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite pause là. Une grande pause même. Ouais, en vrai, il y a eu des aléas parce que je tournais en France. J'avais fait 2 épisodes là-bas. Au niveau de la logistique, c'est un peu compliqué, mais une équipe au top, PLM Prod d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai décidé de revenir à Bruxelles, travailler avec une autre équipe. Donc là, je travaille avec Creator Studio. Et on a tourné 2 épisodes, puis il y a eu les fêtes, je suis tombée malade, enfin malade normale quoi, comme tout le monde. Comme tout le monde, on est tous tombés KO. Tout le monde est tombé malade. Il y a eu des voyages, des personnes qui, enfin voilà, membres de mon équipe qui sont partis presque un mois. Moi de mon côté qui a pris du retard. Mais ça arrive. Normalement, je sais pas quand ça sort, mais je pense que quand ça sortira, le premier épisode sera en ligne. En tout cas, avec la nouvelle DA du coup. Et on va continuer sur les interviews podcast et aussi sur la création de contenu donc je couvre des événements avec le média, donc continue à couvrir des concerts, des événements autour de la musique et des actualités. Donc pour le moment c'est ça, et évidemment le podcast aussi des rencontres 100% humaines, naturelles avec des producteurs, des DA, des chanteurs, des rappeurs, des chanteuses, voilà, toutes sortes de personnes qui gravitent dans le milieu quoi. En tout cas, nous on tâchera de partager ça une fois que ce sera en place. On aura de la force comme toujours. Le site média, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et il y a une interview qui arrive avec Moussa Diawara, qui est très très cool. Vraiment, j'ai kiffé l'affaire, donc voilà.
Je sais pas si elle sera déjà en ligne, mais en tout cas, c'est la prochaine qui sort. En tout cas, on tâchera justement de faire tourner ça au maximum. Merci. Et merci à toi déjà. Merci pour l'invitation. Pour l'accueil. Je te l'ai pas dit, mais j'ai hésité à venir. Sérieux? Mais pas parce que ton travail est top. Vraiment, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais franchement, j'ai pas l'habitude de parler de moi et tout. C'est normal. J'aime bien parler avec les gens, tu vois, les humains et tout. Mais comme ça, caméra, juste parler de mon histoire. Mais c'est chouette, c'est cool, ça m'a fait du bien. C'est normal. Il fallait que Totalement Dedans passe par là d'abord. Il fallait laisser le temps. Merci Totalement Dedans. Non, mais merci à toi d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. De toute façon, on va continuer à donner de la force. Merci. Et pour le reste, restez connectés au prochain Totalement Dedans. Bye bye.